Audiolité, le podcast littéraire du Goethe-Institut Paris. Audiolité, der Literaturpodcast des Goethe-Instituts Paris. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Goethe-Institut pour cette rencontre avec l'un des philosophes allemands contemporains les plus connus et les plus importants, Marcus Gabriel, qui va présenter avec Géraldine Mosna-Savoie la traduction française de son dernier livre. En allemand, le livre est paru déjà en 2018 et en France, les éditions Lattès ont publié ce livre en février. Le titre allemand, Der Sinn des Denkens, et en français, Pourquoi la pensée humaine est inégalable. Dans ce livre, vous allez voir, Marcus Gabriel traite de la pensée humaine à l'âge numérique. Et il explique que la pensée humaine est quand même supérieure aux intelligences artificielles. Vous allez apprendre plus sur ce sujet de l'auteur lui-même. Je vais donc juste vous donner quelques informations biographiques de nos deux invités et je commence avec Marcus Gabriel. Né en 1980, il a fait des études à Bonn, Heidelberg, Lisbonne et New York. En 2009, il est devenu le plus jeune titulaire d'une chaire de philosophie d'Allemagne, à savoir la chaire de philosophie à l'université de Bonn. Il y dirige également le Centre international de philosophie. Par ailleurs, Marcus Gabriel enseigne régulièrement à l'étranger, entre autres au Japon, en Italie et aussi à la Sorbonne. Et en fait, vous avez créé, je crois, une nouvelle coopération entre l'université de Bonn et la Sorbonne il y a un an, je crois. Donc, vous allez être en France plus régulièrement dans l'avenir. Marcus Gabriel a publié beaucoup de livres. Je ne vais pas vous donner tous les titres. J'aimerais juste mentionner les deux autres ouvrages qui ont également paru en traduction française et également chez les éditions Lattès. Premièrement, Pourquoi le monde n'existe pas, 2014 en France, et un an avant, Warum es die Welt nicht gibt. Et l'autre titre, Pourquoi je ne suis pas mon cerveau, 2017. En allemand, c'était un titre un peu différent. Ich ist nicht Gehirn, Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert. Géraldine Mosna-Savoie est titulaire de 2 masters. Un master en philosophie philosophique et aussi un master professionnel en communication politique des entreprises. Elle travaille notamment comme journaliste aujourd'hui pour France Culture, surtout, où elle est notamment collaboratrice de Nouveaux chemins de la connaissance. Ou est-ce que ce titre a changé? C'est les chemins de la philosophie. Oui, c'est maintenant les chemins de la philosophie, une émission qui a été établie par Raphaël Enthoven. Donc, comme Marcus Gabriel parle couramment le français, ainsi que, je crois, une dizaine d'autres langues, comme le chinois et le grec ancien, et je ne sais pas quoi encore, notre rencontre sera uniquement en français, mais après la rencontre, à la fin de la soirée, vous aurez la possibilité d'acheter le livre en allemand ou en français. Il y aura aussi, comme d'habitude, notre verre d'amitié à la fin de la soirée. Avec ceci, je passe la parole à Géraldine. Merci d'être venue au Goethe-Institut et je vous souhaite déjà une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, cette présentation était tout à fait complète, donc je ne vais pas répéter les choses que j'avais prévu de dire pour vous présenter. Bonsoir à vous, Marcus Gabriel. Bonsoir. Bon, on va rappeler les titres que vous avez écrits. On va parler du titre qui vient de paraître en français aux éditions J.C. Lattès, Pourquoi la pensée humaine est inégalable. Ce livre vient clore une trilogie, on va dire, très ambitieuse pour un philosophe, puisqu'après Le Monde, avec Pourquoi le monde n'existe pas, Le Moi, où on pourrait dire le sujet ou l'individu, dans Pourquoi je ne suis pas mon cerveau, vous vous êtes intéressé à la pensée humaine dans ses rapports très discutés actuellement avec l'intelligence artificielle.
Alors, en guise de première question, j'aimerais savoir comment vous en êtes venu à la philosophie et à des grandes questions comme le monde, le moi ou la pensée, sachant qu'actuellement, la philosophie s'attaque plutôt à des problèmes, on dirait, plus locaux, comme la désobéissance, la marche, ou des sujets, on va dire, plus restreints. Oui. Alors, en effet, la philosophie est la discipline académique qui traite les grandes questions. Donc, pour moi, il est impossible qu'il existe quelque chose comme une philosophie tellement localisée que nous voyons aujourd'hui, surtout sur la scène philosophique dans les universités, etc. Bon, la philosophie, c'est exactement ça, répondre à des grandes questions de l'humanité. Et l'idée de cette trilogie, alors il y a vraiment une idée conductrice ailleurs, la trilogie, et ça veut dire une idée assez classique déjà découverte par Hegel et d'autres. Ça veut dire que le thème de la philosophie, c'est le lien entre ce qu'on appelle le sujet et l'objet. Ça veut dire le monde, la réalité dans sa totalité, qui en réalité n'existe pas, et le sujet. Ça veut dire l'être humain qui veut savoir comment c'est le réel. Et le lien entre les deux, l'interface, comme je dis dans le livre, c'est la pensée, selon cette idée. Et nous avons oublié la pensée. Nous n'avons pas du tout oublié l'être, comme disait Heidegger. Bien le contraire, nous avons oublié la pensée. Ça veut dire nous avons oublié ce que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette trilogie pour redécouvrir l'essence de l'humain. Mais Heidegger a écrit quelque chose sur la pensée. Qu'appelle-t-on pensée? Est-ce que les philosophes ne se sont pas sans cesse interrogés sur qu'est-ce que la pensée, ont finalement abandonné cette question parce qu'elle pouvait être un petit peu dépassée, parce que les questions actuelles qui se posent, c'est la question de l'intelligence, plutôt l'intelligence artificielle, la question biologique du cerveau. On parle beaucoup aussi de philosophie cognitive, en lien avec tout ce qui est psychologie cognitive. Cette question-là de la pensée, est-ce qu'elle est encore très actuelle? Oui, absolument, parce que ce genre de thème, les sciences cognitives, les neurosciences, etc., c'est une grave erreur. C'est de la science bidon. En réalité, ce qu'on appelle les neurosciences, etc., ça n'existe pas. Nous avons des modèles, etc., pour étudier un peu les systèmes neuronaux, mais ce qu'ils savent vraiment, les neuroscientifiques, c'est presque rien. Ce qu'on fait en réalité, je travaille avec des neuroscientifiques et en Allemagne et aux États-Unis. Mais vous leur dites qu'ils travaillent de manière bidon? Oui, ils le savent. Tout le monde le sait. Mais il dit au public, Stanislas Dehaene, on va déchiffrer la conscience, etc., pour avoir du financement. C'est de la pure idéologie. Ça veut dire c'est une prétention au savoir sans fondation. Eux, ils le savent, c'est bien clair, parce qu'en réalité, ce qu'on peut prédire sur le cerveau, personne, pour commencer, dans les neurosciences, personne ne sait ce que c'est le cerveau. C'est quoi le cerveau? Nous savons qu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs modules neuronaux dans un organisme humain, mais le cerveau n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle le cérébrum, c'est une partie de ce que nous, les non-spécialistes, appelons le cerveau. Mais ça c'est juste une partie. Il y a aussi le cérébellum, etc., et beaucoup, beaucoup plus. Donc, et ce qu'on sait se réduit au comportement au maximum 10 000 neurones dans un temps de millisecondes. Ça, c'est le vrai savoir neuroscientifique. Le reste, c'est de la mythologie ou bien de la médecine. Mais la médecine, la neurologie n'est pas du tout identique aux neurosciences. Et tout le genre, les sciences cognitives, etc., ça, pour moi, c'est juste de la pseudo-science. C'est du fake news académique, les sciences cognitives. Parce qu'au moins, les neurosciences ont un objet, ça veut dire les neurones. Les sciences cognitives n'ont pas d'objet, parce que ce qu'ils appellent la cognition n'existe pas. C'est un pur fantôme pseudo-philosophique. On pourrait très bien vous dire la même chose pour la pensée.
Qui me prouve que la pensée est réelle. Si le cerveau ne l'est pas, qu'est-ce qui prouve que des neurones n'ont pas d'existence alors que la pensée en aurait? C'est quelque chose d'impalpable. Je pourrais vous rétorquer qu'elle n'existe pas. Alors, il y a des choses, il y a vraiment des vérités chez Descartes. Par exemple, le savoir que si quelque chose existe, c'est la pensée. Et nous savons que la pensée existe pour une... il y a un argument très très facile. Ce n'est pas exactement le cogito, mais c'est un argument super facile. Donc, si nous aurions des raisons de croire que nous ne savons rien, hein, il existera un savoir. Ça veut dire le savoir que nous savons, que nous ne savons rien. Donc, et ça, c'est déjà un savoir. Donc, cet argument très facile démontre la nécessité de savoir. Hein. Savoir que nous savons est indispensable. Il est impossible de ne pas savoir. Hein. Et cette réflexion est déjà un acte de pensée. Donc, nous savons en pensant que la pensée existe. Et nous en savons beaucoup. Et ça, c'est la logique. Hein. Eh bien, l'informatique, etc. Donc, il y a des disciplines qui étudient le déroulement de ce genre de pensée, la logique. Donc, la logique est bien réelle, parce que la logique, c'est la forme de notre époque. La numérisation, c'est la combinaison de la logique classique, Frege, etc., Russell, Boole et autres, hein, donc de la philosophie. Ça commence déjà avec Parménide, Platon, Leibniz, etc. Donc, il y a toute une tradition philosophique de la pensée sur la pensée qui se réalise grâce à des découvertes technologiques en tant qu'ère numérique. Nous vivons l'époque de la pensée. Hein. Mais c'est une pensée aliénée. C'est une pensée qui prétend au public que la pensée n'existe pas. Donc, manipulation. Et pourquoi elle prétendrait que la pensée n'existe pas? Oui, parce qu'on remplace, dans le discours public, on remplace la pensée par une activité du cerveau, hein, par exemple, ou bien par des réseaux neuronaux, etc. Donc, on remplace la pensée par quelque chose d'autre, soit le cerveau, hein, soit un ordinateur, soit l'émergence dans un système biologique, etc. Donc, pas la pensée pure. Mais en réalité, ce que nous pratiquons, c'est vraiment la combinaison de la pensée pure, la logique, et la technologie. Ça, c'est le fondement de notre époque. Mais on cache cette structure pour avoir une position de pouvoir. Parce qu'il est beaucoup plus facile de manipuler si on cache son savoir. C'est une stratégie assez évidente dans la politique, hein, prétendre ne pas savoir ce qu'on sait. Dans votre livre « Pourquoi la pensée humaine est inégalable », vous n'exposez pas les choses en tant que telles. Vous ne dites pas aussi frontalement qu'on cache aux individus le fait qu'ils pensent, qu'ils puissent penser derrière des grands discours un peu mécanistes et on va dire naturalistes et biologiques autour des connexions neuronales. Pourquoi vous le dites aussi frontalement ce soir ? Je le dis parce qu'il y a plusieurs genres de discours. Alors, mes livres, cette trilogie, est un exercice en psychopathologie humaine. Donc, je traite certaines personnes. Hein. Ça veut dire, mon interlocuteur dans les livres, c'est aussi en même temps un certain ennemi. Hein. Donc, c'est un livre amical, écrit à mes ennemis. Donc, c'est un geste, pour ainsi dire, chrétien, d'une manière ironique. Pour les convaincre. Oui, pour les convaincre. Oui, c'est ça. Hein. Plutôt qu'attaquer, je veux convaincre. C'est pour ça que je développe des arguments. Hein. Dire que c'est de la manipulation, de l'idéologie, etc., c'est une attaque. Il faut aussi. C'est trop polémique. Oui, c'est trop polémique. Ouais. Mais c'est ce que je crois. Donc, il y a des contextes dans lesquels il faut être un peu plus bref, mais dans le livre, je développe cette idée sur le plan purement théorique. Ouais.
Vous tenez aussi une position originale dans ce livre parce que ce qui est plutôt courant en philosophie actuellement, c'est se questionner sur l'intelligence artificielle. C'est soit d'en faire l'éloge, soit de la craindre plus que tout. Vous décidez d'écarter cette alternative en prenant une troisième voie. En cela, vous êtes un philosophe assez classique parce que c'est toujours la troisième voie qui l'emporte. Et vous vous intéressez à la pensée humaine. Comment vous définissez la pensée humaine? Puisque vous vous attaquez aux grandes questions, quelle définition vous pouvez en donner? Alors, c'est la capacité de mener une vie à la lumière d'une conception de l'être humain. Donc, en premier lieu, l'intelligence ou la pensée humaine, c'est la capacité de penser. Ça, c'est la définition officielle que j'en donne. Donc, c'est ce que nous faisons en tant qu'être intelligent, la capacité de penser. Ça, c'est l'intelligence. Et l'intelligence spécifiquement humaine, c'est notre capacité de répondre à la question de savoir qui sommes-nous. Donc, tout le monde a une conception de soi-même en tant qu'être humain. Par exemple, on peut se penser en tant qu'âme immortelle ou bien en tant que primate sophistiqué, un primate avec un peu de culture, etc., qui veut diffuser les gènes. Bon, il y a donc plusieurs conceptions d'être humain. Et tout être humain, sain, etc., mène une vie à la lumière d'une telle conception. Et ça, c'est l'intelligence humaine. Ça veut dire répondre à la question de savoir qui sommes-nous. Et cette intelligence se développe dans des contextes, évidemment, de vie et de mort. Parce que toute intelligence est biologique. C'est la capacité d'un animal de résoudre des problèmes. Donc, intelligence, le concept d'intelligence que je déploie dans le livre, c'est précisément cette idée de répondre, résoudre un problème. Mais poser la question, ça veut dire avoir un problème, est aussi une forme d'intelligence. Savoir poser des questions. Voilà la philosophie. Et savoir poser des questions, c'est l'exercice d'un animal qui a un problème fondamental. Ça veut dire la finitude. Nous devons mourir. Et jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de la mort, nous sommes en train toujours, presque en chaque moment, de résoudre le problème de la survie. C'est pour ça qu'on mange, qu'on boit, etc. Et ça, c'est notre intelligence biologique. C'est ce que j'appelle dans le livre l'homme animal. Donc, il y a l'homme en tant qu'être humain, il y a aussi l'homme animal, Menschentier. Et le Menschentier, l'homme animal, est déjà intelligent. Et il n'y a pas d'intelligence hors de ce cadre. Donc, tous les êtres vivants ont pour vous une pensée? Oui, oui. Même les insectes, même les bactéries. Quelle distinction vous faites entre intelligence et pensée? Parce qu'on peut très bien penser et on peut être bête. Oui, oui, absolument. Donc, pour être précis, la pensée, c'est la capacité de saisir des pensées. C'est quoi une pensée? Une pensée, c'est quelque chose capable d'être vrai ou faux. C'est le concept frégéen de Gottlob Frege, un mathématicien, philosophe. C'est son concept d'une pensée. On appelle ça aussi une proposition. Bon, quelque chose capable d'être vrai ou faux. Par exemple, il est vrai que nous sommes à Paris. Il est faux que nous sommes à Londres. Voilà une pensée. Deux pensées, en effet. Le pensée que nous sommes à Paris est différent de la pensée que nous sommes à Londres, parce que l'une est vraie et l'autre fausse. Donc, voilà une différence. Deux objets différents. Et la capacité de saisir ces pensées, de comprendre ce que je dis en tant que vrai ou faux, c'est la pensée. Et l'intelligence est différente, parce que l'intelligence veut dire résoudre un problème. Mais saisir une pensée, ce n'est pas du tout résoudre un problème. C'est être dans un certain état. C'est se dire que l'on est en train de penser? Oui, oui. C'est ce qu'on appelle la métacognition, pour employer un mot philosophique. Oui, oui, c'est ça. L'intelligence commence exactement sur le plan de la métacognition. Mais il y a aussi une intelligence, pour ainsi dire, subliminale, donc encore plus biologique.
Mais la métacognition, c'est le royaume, pour ainsi dire, d'intelligence humaine. Il y a aussi de la métacognition chez autres animaux, peut-être même chez tous les animaux. On ne le sait. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas, non, pas du tout. Personne ne le sait en ce moment. Ouais. Vous définissez aussi la pensée comme un sens. Oui. C'est-à-dire un sens au même titre que l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. C'est-à-dire quelque chose qui nous permet aussi de recevoir le monde et d'interpréter le monde. Oui, c'est ça. Un bon exemple pour cette idée. Donc, qui m'est venu après avoir lu un très bon livre d'un physicien d'Oxford, David Deutsch, The Beginnings of Infinity, les commencements de l'infini. C'est une idée assez simple, mais révolutionnaire. Alors, la seule manière que nous avons de savoir quelque chose sur l'univers, c'est-à-dire la totalité matérielle énergétique qui est l'objet de la physique. Par exemple, dès la cosmologie qui étudie le grand tout de l'univers, pas le monde, mais l'univers, ça veut dire l'espace-temps en tant que dans sa totalité, et bien la théorie quantique qui étudie le plus petit, pour ainsi dire. En réalité, les électrons ne sont pas petits, mais voilà, autre problème. Voilà la physique. La physique étudie ça. Mais la physique ne voit presque rien. Personne n'a jamais vu l'univers. On a vu de la lumière, on a vu les phénomènes qu'on interprète en tant qu'évidence de l'existence de l'univers, mais on ne voit pas du tout l'univers de la cosmologie. On pense l'univers. C'est pour ça qu'on peut mathématiser la physique. Parce que les mathématiques sont les méthodes pour exprimer la forme logique d'une pensée, de l'intelligence. Donc, la seule manière que nous avons de connaître le réel sur les magnitudes physiques, c'est déjà la pensée. Et si la pensée n'était pas un sens, nous ne serions pas en contact avec l'univers. Et ça, c'est bizarre. Voilà un problème. L'empirisme. L'empirisme, c'est la thèse selon laquelle on ne peut jamais vraiment savoir quelque chose qui transcende notre situation sensorielle dans le sens des 5 sens. Mais si nous avons un autre sens, le sens de la pensée, il est bien facile de connaître quelque chose hors scène, obscène, pour ainsi dire, tel que l'existence de l'Allemagne. En ce moment, personne ici est en Allemagne. Mais nous savons, c'est un peu difficile, je ne sais pas si l'Institut Goethe appartient à l'Allemagne, mais bon, prenons un autre exemple, la Syrie. Personne, heureusement, en ce moment, qui est ici, est en même temps en Syrie. Bon, mais on peut bien savoir quelque chose sur la Syrie. Par exemple, le fait que nous ne soyons pas en Syrie en ce moment, c'est quelque chose de vrai par rapport à la Syrie. Donc, on peut penser la Syrie. Et si la pensée est un sens, on peut bien expliquer le grand succès de l'être humain de dominer la planète et aussi bien la menace. Mais pourquoi faire de la pensée un sens dans la mesure où justement votre exemple sur la Syrie le prouve? On n'est pas en contact, on n'est pas sur le lieu même du territoire syrien. Donc la pensée, on peut l'identifier à l'entendement, à l'esprit. Ce sont des termes connus en philosophie. Pourquoi en faire un sens au sens presque sensoriel alors que nous n'avons pas de contact avec ce territoire? Absolument sensoriel. Parce qu'en réalité, en physique, nous sommes bien en contact avec la Syrie. Nous sommes dans les mêmes champs. Alors, ça, ouïr ou voir présuppose un contact sur le plan électromagnétique. Et qu'est-ce que c'est un champ? Tous les champs physiques sont définis dans tout l'univers. Les champs dans la physique contemporaine n'ont pas de location. Ça veut dire chaque champ est défini dans tout l'univers. C'est pour ça qu'il y a des lois de la nature, par exemple, ou bien la gravitation, etc. Donc les champs. Et nous sommes dans le même champ. Et c'est physique. Et c'est pour ça que nous pouvons voir des choses. Mais notre contact avec le champ électromagnétique dans la forme de la vue est beaucoup plus limité que notre contact avec le champ de la gravitation.
C'est pour ça que les expériences mentales de Einstein fonctionnent. Comme Einstein a découvert, oui, il y avait aussi évidemment des expériences physiques, mais avant tout, la théorie de la relativité et la théorie quantique, les deux grandes découvertes d'Einstein, découlent de sa capacité de développer des expériences mentales. Il a fait, en effet, en un certain sens, de la philosophie. Donc, voilà le sens de la pensée. Nous sommes littéralement en contact avec la Syrie. Littéralement. Ce que ce n'est pas la position, par exemple, d'un ordinateur alors, ou d'un robot. Oui, absolument. Alors que les champs physiques ou magnétiques, finalement, pourraient le mettre, un robot ou un ordinateur, le mettre en contact avec la Syrie. Oui, absolument. Mais ce qui manque dans un ordinateur, c'est l'organisation des cellules. Il n'y a pas de cellules, des vraies cellules. Donc, toute la chimie de la vie est complètement absente d'un ordinateur. Un ordinateur, c'est une machine de traitement de l'information, bien définie par l'informatique théorique, Turing, etc. Donc, cette discipline définit ce que c'est un ordinateur. Donc, nous savons très bon ce que c'est un ordinateur, nous connaissons les limites, etc. Mais nous ne savons, donc, en comparaison avec notre certitude par rapport aux ordinateurs, nous ne savons rien sur nous en tant qu'être vivant. Par exemple, personne en ce moment sait combien de types de cellules, neurones, etc., cellules cardiovasculaires, etc. Combien de types de cellules existent dans un être humain? Il y a des idées, c'est environ peut-être 200, mais on ne le sait avec certitude. C'est très intéressant. On n'a pas du tout déchiffré l'être humain, mais ni l'organisme. C'est beaucoup trop complexe. Donc, un ordinateur, nous connaissons nos ordinateurs, parce que nous avons les construits. Et la construction d'un ordinateur présuppose précisément l'idée d'une détermination complète du fonctionnement, ce qui n'est pas du tout le cas dans un être vivant. Donc, nous savons très bien que, et tout le monde l'accepte, que les ordinateurs ne sont pas vivants. Donc, on est d'accord là-dessus. Oui. Donc, ils n'ont pas de problème. Une montagne, par exemple, a-t-elle un problème? Non. Une galaxie a-t-elle un problème? Non, c'est une galaxie. Une galaxie n'est pas la réponse à un problème. C'est une galaxie, voilà. Oui, mais on pourrait très bien vous dire qu'une montagne a un problème à partir du moment où elle commence à s'effondrer, par exemple, ou à partir du moment où on pourrait dire aussi que, je ne sais pas, un caillou a un problème parce qu'il tombe d'une colline et qu'on pourrait très bien étendre une idée du vivant à des éléments naturels. Oui, mais ça, c'est une projection humaine. Pour le démontrer, une autre expérience mentale très facile. Donc, on peut imaginer un objet qui a deux parts, moi et Angela Merkel. Appelons cet objet Markus Merkel, MM. Donc, vous seriez à la fois Angela Merkel et vous-même. Oui. On peut bien imaginer un tel objet. Cet objet a des propriétés. On peut l'étudier avec la physique, la biologie. C'est un monstre. Mais ce monstre existe. Mais en tout cas, je dirais que oui, je peux imaginer un tel monstre, un tel objet, mais ça n'existe pas vraiment. C'est une projection de ma capacité d'imaginer moi et Angela Merkel ensemble. Donc, c'est un ensemble produit par ma pensée. Et je crois que le même s'applique à des montagnes. Ça veut dire les montagnes n'existent qu'en relation avec des êtres humains. Peut-être les galaxies sont comme ça. On ne le sait. Mais nous avons des très bonnes raisons de croire qu'il y a vraiment des galaxies. Ça veut dire l'astronomie. Mais également, nous avons zéro raison de croire que Merkel, Markus existe. Donc, c'est un pur ensemble. C'est comme par exemple un carré rond. Oui, c'est un carré rond. Oui. C'est plutôt un paradoxe. C'est-à-dire un pur objet de pensée. Et les montagnes, probablement, sont plutôt comme ça, parce qu'il manque l'organisation d'un vivant.
Donc on pourrait faire une différence en vous suivant, Marcus Gabriel, entre les êtres humains, les êtres vivants, les êtres naturels et puis les êtres inanimés et artificiels. Oui, absolument. Oui. Ça, c'est plus ou moins le genre de catégorie que j'accepterais. Ouais. Dans votre livre « Pourquoi la pensée humaine est inégalable », vous alternez autant, et on l'a entendu dans votre exposition, des problèmes assez ordinaires, mais aussi beaucoup d'humour, et puis en même temps, il y a beaucoup de références très classiques comme Heidegger, Socrate... Et j'en passe. Mais vous, par exemple, si on regarde l'index, c'est assez amusant. On peut trouver autant justement Angela Merkel que Adolf Hitler, que Britney Spears, et puis tout à coup Nietzsche. Ouais. Comment vous trouvez vos références et comment vous travaillez? Est-ce que justement les idées vous viennent comme ça et vous vous dites ah ben voilà, moi je pourrais imaginer que je suis une fusion avec Angela Merkel et ça n'existerait pas? Oui. Non, c'est exactement comme ça. Comme je décris dans le livre le processus de la pensée, c'est quelque chose qui arrive. On n'a pas de contrôle sur la pensée. Donc, même si j'ai... Alors, c'est plus compliqué comme ça. Donc, nous avons un métacontrôle, évidemment. Je peux, évidemment, apprendre à contrôler mes pensées. Bon. Mais vous pouvez vous mettre en condition. Évidemment. Ouais. Mais les conditions sont elles-mêmes des pensées. Donc, une pensée sur la pensée n'est pas sous mon contrôle. Même si une certaine pensée est quelque chose que je contrôle, la forme du contrôle n'est pas sous le même contrôle. Donc, chaque pensée advient. Il est impossible de créer une pensée du néant. Sauf si on est surréaliste. Mais ni les surréalistes. Donc, parce que les pensées sont aussi réelles que leur objet. Paris ou bien le Tour Eiffel, c'est quelque chose de réel. Ou des électrons. Mais une pensée qui se dirige vers de tels objets est aussi réelle. C'est un autre genre d'objet. Une pensée, c'est différent. Le Tour Eiffel n'est pas une pensée. C'est un artefact qui ne pourrait pas exister sans une pensée préalable. Mais ce n'est pas une pensée. C'est quelque chose de pensable. Mais la pensée est aussi un objet. On peut bien étudier les objets d'autrui, les pensées d'autrui. Vous faites partie d'un courant, on peut dire que vous êtes le chef de file d'un courant qui s'appelle le nouveau réalisme. C'est pour ça que vous employez beaucoup ce terme de réel, d'objet réel et que tout est réel. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui n'est pas réel? Non. Tout est réel. Sauf le monde. Oui. Si j'ai bien lu votre premier livre, pourquoi le monde n'existe pas? Oui, c'est ça. On peut exclure certains objets qui ont semblance d'être réels. Le carré rond, le monde... etc. Donc, il y a des pseudo-objets. Angela Merkel, enfin Marcus Merkel. Oui, exactement. Oui. Mais Marcus Merkel est plus réel parce que c'est un objet dont l'existence dépend de ma pensée, tandis que le monde n'est ni pensable. Donc, les arguments dans le premier livre de la trilogie, Pourquoi le monde n'existe pas, sont censés de démontrer que le monde est même impensable. Donc, le monde n'est ni candidat à l'existence. Par monde, j'entends la totalité des êtres. Donc, ou la totalité des objets, par exemple, c'est-à-dire que ce serait le support sur lequel sont exposés, plantés tous les objets réels. Oui, exactement, oui. Et c'est pour ça qu'on peut, pour être précis, il est impossible de dire que tout est réel, parce que le tout dans la phrase « tout est réel » n'existe pas. Donc, ce n'est pas précis. C'est pour ça que je rejette ce qu'on appelle en philosophie contemporaine les ontologies plates. Selon les ontologies plates, Tristan Garcia et autres, en France, par exemple, selon les ontologies plates, tout est réel. Donc, il y a un plan d'immanence pour utiliser un mot de Deleuze, pas une idée deleuzienne, mais bon, un mot, il y a un plan d'immanence, et tous les objets, Paris, moi, le chiffre 7, etc. Et le monde. Et le monde, oui. Mais ça serait une ontologie plate. Je rejette ça, et c'est pour ça que le deuxième livre traite du sujet.
hein, parce que les ontologies plates, normalement, hein, nient l'existence de ce qu'on appelait le sujet. Hein. C'est une philosophie sans sujet. Hein. Graham Harman est un très bon exemple, un philosophe américain. Hein, OOO, c'est sa philosophie, ça veut dire Object-Oriented Ontology, ontologie dirigée vers les objets. Et c'est un projet vraiment sans sujet. Hein. Un peu comme le structuralisme aussi en France, oui, où il s'agit de désacraliser le sujet tout puissant qui penserait le reste. Vous réhabilitez le sujet. Oui, absolument. Oui, le sujet existe, mais oui, absolument. Mais est-ce que le sujet est comme le monde? Est-ce qu'on peut penser le sujet? Oui. C'est pour ça que la trilogie, c'est pour ça que j'appelle aussi mon programme le nouveau réalisme. Parce que les thèses, donc le cadre est assez classique. Hein. L'objet, sujet, pensée sont les thèmes. Mais sur chaque point, je défends quelque chose jamais défendu. Hein. C'est vraiment nouveau, c'est une nouveauté. On peut en discuter, pourquoi l'innovation, etc. Mais je suis plus ou moins sûr que c'est une combinaison au moins nouvelle des thèses. C'est la nouvelle vague. Mais c'est pour ça, normalement, qui pense le monde en philosophie veut dire, évidemment, ça existe. Hein, la totalité. C'est peut-être difficile à accéder, à penser, mais ça existe. Ça peut être bien impensable, mais quand même, ça existe. Mais comme la galaxie, finalement, parce que moi, je ne pourrais jamais toucher une galaxie, je ne pourrais jamais concevoir mathématiquement une galaxie. Mais je peux la penser. Donc, ça, c'est par exemple la stratégie d'Hegel et de Kant. Hein. Une stratégie super classique, c'est de dire, oui, le monde existe, mais en tant que pensée. Hein. Voilà l'idéalisme absolu. Hein. L'idéalisme absolu, c'est la thèse selon laquelle le monde, c'est-à-dire la totalité des objets, existe, mais dans la pensée. Donc, hors pensée, il n'y a pas de totalité. Hein. La pensée est une condition de possibilité ou bien d'existence d'une telle totalité. C'est la thèse de l'idéalisme absolu que je rejette. Hein. C'est pour ça que je m'appelle réaliste, parce que pas idéaliste. Bon, ça c'est le premier livre. Dans le deuxième livre, je dis oui, le sujet existe, hein, la subjectivité existe, mais le sujet est une capacité, c'est-à-dire une capacité extrêmement flexible, variable, sans stabilité. Hein. Donc c'est vraiment la combinaison d'un thème connu de la tradition humienne, hein, ou bouddhiste, bien, bon, le moi n'existe pas, le moi n'a pas de substance, ce genre de réflexion. Hein. Mais de l'autre côté, je dis, voilà le moi. Le moi, c'est précisément l'absence de ce qu'on appelait le sujet. C'est le sujet sans substance. Hein. Donc, il y a dans ce deuxième livre un autre fil innovateur. Et le troisième livre, là, sur la pensée, il y a des éléments aussi classiques de l'origine de la logique, surtout Frege. Dans ce livre, Gottlob Frege, le mathématicien philosophe que j'ai déjà mentionné, mais avec une ontologie forte. Hein. Ça veut dire avec l'idée que les pensées frégéennes, ça veut dire les objets capables d'être vrais ou faux, hein, existent et surtout, et ce n'est pas du tout frégéenne cette idée, c'est la forme de la causalité. Hein. Ça veut dire la causation, l'efficacité des choses, c'est la pensée. Tandis que chez Frege, il y a un niveau d'efficacité, hein, ce qu'il appelle la totalité du spécial, hein, die Gesamtheit des Räumlichen. Hein. Ça, c'est pour lui, c'est causal. Hein. Et la pensée qui n'a rien à faire avec le temps pour lui. Hein. C'est atemporel, sans contact causal avec le monde, etc. Bon, et dans le troisième livre, je défends l'idée selon laquelle, non, le vrai agent, hein, le vrai pouvoir, le mur, pour ainsi dire, de l'univers, c'est la pensée. Ce qui correspond bien à certaines idées très répandues aujourd'hui sur l'information. Hein. Le informationnalisme des philosophes ou bien penseurs comme Max Tegmark et autres.
Je vous ai demandé, Marcus Gabriel, comment vous venez les exemples quand vous écrivez, parce que vous alternez plusieurs registres et on peut effectivement s'être posé parfois des questions telles que vous les posez assez quotidiennes. Est-ce qu'un ordinateur pense comme moi? Est-ce que je suis un génie ou pas? Je dis n'importe quoi, mais ça peut être les questions qu'on peut se poser et que vous développez à votre manière, mais comment vous est venue l'idée du nouveau réalisme? Est-ce que pour vous, vous avez construit cette théorie au fur et à mesure, ou dès le premier livre, où en fait vous employez déjà ce terme dans Pourquoi le monde n'existe pas, ça s'est imposé et cette théorie est apparue comme un système assez structuré déjà? C'est-à-dire, quand vous avez écrit Pourquoi le monde n'existe pas, vous saviez déjà ce qu'était le nouveau réalisme et vous aviez déjà en tête ce que vous alliez écrire sur le moi, puis sur la pensée. Alors, c'est le processus de découverte autobiographique, c'est plus ou moins le suivant. Je pensais presque toujours que le monde n'existe pas. C'était pour moi assez clair, mais pour des raisons un peu différentes. Depuis l'âge de, au moins, presque, je ne me souviens d'aucun moment dans ma vie quand je pensais que le monde existe. Donc, j'ai jamais pensé que le monde existe. Mais on est peu à se réveiller ou à penser dans la journée que le monde n'existe pas. Comment vous en êtes venu déjà à penser ça? Oui, alors, à travers des pensées philosophiques. Déjà, à l'âge, si je me souviens bien, de plus ou moins 6 ans, j'ai pensé... alors, une découverte assez facile. Alors, si je pousse mon œil... je dédouble, pour ainsi dire, les objets que je vois. Et si je serais né avec une telle condition, j'avais l'impression de voir 2 objets. Mais ça n'aurait changé ma vie. Donc, moi, j'aurais adapté à cette situation-là. Donc, l'impression en ce moment de voir juste une main au lieu de 2, évidemment, est une fonction de mon être, parce que je ne suis pas né avec cette condition. Donc, je suis né plus ou moins, comme on dit aujourd'hui, neurotypique, comme plus ou moins la plupart des êtres humains. Mais ça, c'est une contingence. Ce n'est pas du tout nécessaire. Il y a des autres animaux qui perçoivent ce que c'est d'une manière assez différente, comme nous savons, les insectes, etc. etc. Bon. Et donc, je réfléchissais, si ça, c'est ma condition, pourquoi croire que ma condition contingente est privilégiée? Donc, j'ai déjà rejeté l'idée que la manière dont ce que c'est m'apparaît est privilégiée. Ça, c'est le premier stade de ma réflexion à 6 ans. Donc, je continuais comme ça, et après, j'ai commencé à réaliser que c'est une pensée philosophique. Donc, je lisais des textes classiques, la critique de la raison pure, etc., à l'âge de 14 ans, et je pensais rencontrer ce genre de pensée chez Kant, par exemple. Et là, je réalisais, ah bon, peut-être le monde, ça veut dire une vraie réponse à la question de savoir combien d'objets y a-t-il dans une situation donnée. Peut-être ça n'existe pas. Donc, j'ai rejeté ce que le philosophe Hilary Putnam après appelait le réalisme métaphysique. Donc, l'idée selon laquelle le réel, la réalité, répond à la question de savoir combien d'objets y a-t-il. Donc, je rejetais ça. Je suis devenu nihiliste, comme on dit. C'est-à-dire quelqu'un qui rejette vraiment l'existence du monde d'une telle manière. Mais je pensais que l'inexistence du monde était, pour ainsi dire, une propriété du monde. Quelque chose y manque. Ça, c'est le nihilisme, l'idée que quelque chose y manque. Ça devrait exister, mais ça n'existe pas. Damn! Ça, c'était plutôt donc, et après ça, je suis devenu idéaliste amant, comme on dit. Ça, quelque chose entre schellingien et hegelien. Donc, on réalise que ça n'existe pas, la totalité n'existe pas, mais ça peut bien expliquer le mouvement des choses. Tout est toujours en devenir. Donc, j'ai remplacé l'idée d'une totalité par l'idée d'un devenir. En France, ça serait peut-être le bergsonisme.
ou un certain Deleuze, etc. Hein. Donc tout est en devenir. Hein. Mais après, j'ai réalisé, non, ça ne marche non plus, parce que si tout est en devenir, il y a encore un tout, hein, ou ce que Bergson même appelle la réalité prise en bloc. Hein. Donc il y a un devenir, mais prise en bloc. Mais comment est-ce qu'on peut prendre un devenir en bloc, hein? Voilà un autre, un paradoxe. Il y a des réponses de Bergson et de Schelling, etc. Mais ça, c'est donc tout un air de paradoxe. Et après, un collègue et ami de Bonn m'a vraiment forcé de donner mon cours d'ouverture de ma chaire à Bonn, hein, sous le titre « Pourquoi le monde n'existe pas ». Il m'a donné le titre. Hein. Il faut que tu donnes ta conférence sur le titre « Pourquoi le monde n'existe pas ». Et en ce moment-là, j'ai réalisé la possibilité d'un nouveau réalisme. Ça veut dire la combinaison de l'idée selon laquelle le monde n'existe pas et un réalisme. Ça veut dire l'affirmation selon laquelle nous pouvons savoir les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc, un nihilisme sans illusion. Qu'est-ce qui nous prouve que l'on est sans illusion? Alors, parce que l'idée même d'une illusion présuppose un contact avec le réel. Hein. Une illusion ordinaire, hein, telle que ça c'est une illusion. Hein. Ou toutes les illusions perceptuelles bien étudiées aujourd'hui, etc. Il y en a plusieurs, hein, évidemment. Et une illusion, c'est quelque chose de bien réel. Hein. Je crois que ce que nous appelons la perception n'existe jamais sans illusion. Hein. Par exemple, hein, j'ai l'illusion sur le plan perceptuel que vous soyez beaucoup plus petite que vous êtes, parce que je peux vous couvrir avec ma main. Mais évidemment, c'est impossible parce que vous êtes beaucoup plus grande que ma main. Donc voilà une illusion perceptuelle. Hein. Et les enfants souffrent de cette illusion, comme on sait. Hein. Ils croient à un certain moment, jusqu'à 3 ans, qu'on peut anéantir le réel comme ça. Hein. Et ça démontre précisément la présence d'illusions dans tout acte de perception. Mais ça ne veut pas du tout dire que nous ne sommes pas capables de connaître le réel, parce que la perception, c'est précisément la capacité de connaître le réel. Donc, illusion et réalité ne sont pas exclusifs. Oui, ils ne sont pas opposés, c'est-à-dire qu'une illusion est réelle, l'erreur aussi alors? Oui, une erreur est super réelle. Hein. Le Brexit, hein, c'est une grande erreur, mais c'est assez réel. Hein. Donald Trump, Narendra Modi, Erdogan, etc. Il est très facile de mentionner Annegret Kramp-Karrenbauer. Ça, c'est un autre thème assez intéressant, un thème un peu lacanien. Hein. Pourquoi Annegret Kramp-Karrenbauer va être la prochaine chancelière? C'est très facile, c'est le nom. Karrenbauer. Hein. Karrenbauer veut dire producteur des automobiles en allemand. Voilà, c'est parfait en Allemagne. Hein, pour définir... mais joke aside, il y a une erreur est causale. Les erreurs ont des conséquences encore plus graves que les connaissances. Parce qu'on a du mal à les distinguer, justement parce qu'en fait, on a tendance à identifier vérité et réalité. Et ça, c'est un des grands problèmes aussi en philosophie. C'est-à-dire qu'on dit c'est réel, on dit c'est vrai, mais on a du mal à revenir sur les conditions de possibilité de ces deux termes et à les définir eux-mêmes. Là, avec votre nouveau réalisme, vous parvenez parfaitement à les distinguer. Oui, c'est ça. Donc, toute la tradition... Alors, en réalité, pour moi, le grand moment, la philosophie, pour moi, commence avec Platon. Hein, les pré-socratiques, c'est bon, mais ce n'est pas de la philosophie. Hein. Il y a un élément de philosophie chez Parménide, un petit peu, mais c'est plutôt de la religion. C'est un peu... C'est plus mystique pour vous? Oui, c'est de la chance. Alors, il dit quelque chose. C'est pas une activité contrôlée. Hein. Bon, après tout, on n'en sait rien, parce qu'il ne nous reste que des fragments. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais chez Platon, nous savons, hein, voilà la philosophie. Hein, et dans le sophiste et le Théétète et le Parménide, évidemment, mais Platon pose la question de savoir qu'est-ce que c'est l'erreur. Et jusqu'à ce moment, pseudos, hein, jusqu'à ce moment, nous n'avons pas une bonne théorie du faux.
En logique, tout le monde traite du vrai. Nous avons plein de théories de vérité. Task et Kripke, etc. Des très bonnes théories de la vérité. Mais zéro théorie du faux. En logique contemporaine, on traite, on prend le faux, on identifie le faux avec la négation du vrai. Mais ça, c'est déjà faux, parce qu'une erreur n'est pas la négation du vrai. Une erreur, c'est quelque chose qu'on tient pour vrai, même s'il est faux. Mais nier quelque chose, la négation, veut dire ne pas accepter. Je nie la proposition P. Et on peut nier quelque chose de vrai, d'ailleurs. Oui, exactement. On peut, c'est ça, oui. Une erreur, c'est complètement différent d'une négation. Et Platon le savait. C'est pour ça que tout le platonisme, selon moi, est une tentative de répondre à la question de savoir qu'est-ce que c'est l'erreur. Et l'incarnation de l'erreur, de Platon jusqu'à Donald Trump, c'est le sophiste. Donald Trump, c'est le sophiste. Nous vivons dans l'époque du sophisme. Et le sophiste, c'est toujours l'opposé du philosophe. Et c'est la même situation. La situation dans laquelle nous nous trouvons, même politiquement, c'est précisément le pur et dur platonisme. Mais je ne rejette pas du tout le platonisme. Non, au contraire. Au contraire. Ce n'est pas le geste nietzschéen ou heideggerien que je défends. Je ne veux pas du tout dire qu'il faut donc transcender le platonisme. Non, il faut accepter la vérité éternelle du platonisme. Mais alors finalement, vous êtes platonicien. C'est-à-dire que vous critiquez Kant, vous critiquez Bergson, Deleuze, mais peut-être qu'en fait vous êtes platonicien. Oui, je suis, comme j'ai dit dans la Philosophie Magazine, je suis néo-platonicien. Mais ça veut dire un néo-platonicien. Donc il y a beaucoup d'erreurs dans les textes de Platon. Par exemple, je nie l'idée selon laquelle un lit est une copie mauvaise de l'idée de lit. Non, ça c'est bizarre. Peut-être c'est ni l'idée de Platon, mais en tout cas, si ça c'est le platonisme, bon, ça serait absurde. Un lit, c'est un lit, c'est la copie de rien. Donc le vrai platonisme peut-être, mais ça c'est le néoplatonisme. Donc en ce moment, je suis en train vraiment de défendre un néoplatonisme pour l'âge des machines. Vous avez parlé de l'erreur, des illusions, on a aussi parlé du faux. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la fiction. Vous citez beaucoup de séries comme Black Mirror, alors qui posent des questions clairement sur les nouvelles technologies, mais vous citez aussi des objets de pop culture, donc Her, Hunger Games, sûrement des films que beaucoup d'entre vous ont vus. Qu'est-ce qui, dans la fiction, comment vous faites pour démontrer dans la fiction, non pas que ce soit une source de philosophie et de réflexion, ça je pense que c'est assez indéniable vu toute la pop philosophie qui a lieu en ce moment, mais qu'est-ce qui vous prouve dans la fiction que c'est réel ? Oui, alors je crois, je suis en train de publier un livre avec le titre Fiction chez Occam qui paraîtrait en 2020, et la thèse centrale dans ce livre sur les fictions, c'est la suivante. Alors, une fiction est un contexte dans lequel apparaissent des objets dits fictionnels. C'est quoi un objet fictionnel? C'est un objet dont l'essence est d'être interprété par un spectateur, par exemple. Et qu'est-ce que c'est interpréter? Interpréter veut dire avoir une expérience esthétique. C'est quoi une expérience esthétique? C'est imaginer une situation qui n'existerait pas sans cet acte d'imagination. Voilà un objet fictionnel. Un objet qui dépend essentiellement de l'imaginaire humain. Mais pour avoir une telle fiction, il faut ce que j'appelle un texte. Un texte inclut évidemment une série, une œuvre d'art, etc. C'est ce que j'appelle un texte. Et un tel texte, ou bien une partiture, c'est l'occasion de faire une expérience esthétique. Donc, toute œuvre d'art, toute fiction a deux côtés. Un texte et son interprétation. Et dans le cas d'une fiction, d'une vraie fiction, les objets fictionnels existent entre les deux.
hein. Il y a le texte d'un côté qui nous donne une occasion à imaginer certaines choses. Par exemple, le mot Faust. On lit Faust, la tragédie. Hein. Il y a certains mots dans ce texte. Faust, Gretchen, etc. Bon. Et maintenant, je commence à imaginer Faust. Hein, ou bien à interpréter Faust dans le théâtre. Quelqu'un interprète Faust. Et dans ce cas, je commence à imaginer un objet. Mon imagination de Faust est nécessairement différente de l'imagination de l'autrui. Donc, il est impossible d'imaginer Faust de la même manière. Donc, chaque interprète à son Faust. Voilà les objets fictionnels. Hein. Donc, les objets fictionnels sont essentiellement des objets qui ne soient jamais partagés. Hein. Et dans une ère de ce que Rüdiger Buchner appelait l'esthétisation du monde de vie, hein, ça veut dire l'époque des mass médias. Hein. Dans cette situation, hein, nous avons l'impression que les objets fictionnels sont les objets vrais. Hein. Et c'est pour ça que nous assistons à l'autre destruction en ce moment de la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'idée, présuppose quelque chose de partagé, hein, un bien commun. Mais les objets fictionnels ne sont jamais partagés. Mais c'est très contestable, comme vous contestez tout un champ, en fait, même peut-être toute l'essence de l'esthétique en philosophie. C'est-à-dire que, par exemple, Kant, donc, à mon avis, que vous avez beaucoup... bien le contraire. Voilà, il dit exactement le contraire. C'est que le principe de l'expérience esthétique, c'est que déjà, en fait, il n'y a pas de beau en soi, si ce n'est le jugement que j'en fais et qui est partageable et qui est même universellement partageable. Et à partir de là, Hannah Arendt en a même fait le cœur de la démocratie. Oui, absolument. Et je suis complètement contre ça. Ça, c'est alors, expliquez-nous pourquoi. Ça, c'est la sophistique. Ouais. Et pourquoi? Oui, parce que c'est faux. Hein, oui, mais ça, c'est vous qui dites que c'est faux. Alors, un jugement, très simplement. Hein, alors, comment est-ce qu'on s'imagine Faust, hein, est-ce qu'il est blonde ou bon, hein, ou chinois? Comment est-ce qu'on imagine cette figure-là, hein? Donc, il n'y a pas de réponse objective, pour ainsi dire, à la question de savoir Faust est-il blonde? Le texte ne dit rien. Donc, je suis libre d'imaginer Faust et blonde et chinois, pour ainsi dire. Qu'est-ce que ça veut dire chinois? Mais bon, je peux l'imaginer de plusieurs manières. Hein. Petit ou grand, avec des chaussures au sang. Hein. Bon, ça, c'est la liberté de l'art. Hein. Donc, si moi, j'imagine Faust comme blonde, c'était absurde de suggérer à tout le monde, non, il est blonde. Oui, et ça, c'est l'idée de Kant. Mais les enjeux et les discussions autour d'une œuvre d'art ne concernent jamais la couleur de cheveux d'un personnage. Ils concernent le sentiment que ça nous a procuré, à savoir, c'est une bonne série, j'ai été émue, ou je trouve que c'est nul. C'est plutôt le sentiment qui est partageable, plus que les objets très concrets qui apparaissent à l'écran. D'ailleurs, on pourrait très bien vous dire, une série télé ou au cinéma ou une peinture, on peut se mettre d'accord pour dire que Daenerys dans Game of Thrones est blonde. Oui. Mais je trouve ça super dangereux. Je crois que les sentiments ne sont jamais partagés, parce qu'il y a toujours une raison pour un certain sentiment. Hein? Si je sens par exemple quelque chose de Beethoven, hein, bah, c'est émouvant pour moi. Bon. Mais j'ai mon sentiment. Donc, tout le monde a un sentiment par rapport à ça, et on peut bien avoir l'illusion d'avoir le même sentiment. Hein, mais les sentiments sont précisément jamais partagés, parce que la raison pour laquelle moi j'ai un certain sentiment, tandis qu'une autre personne a son sentiment. Oui, on ne pourra jamais savoir précisément comment ce sentiment se manifeste dans le cœur de quelqu'un ou dans l'esprit de quelqu'un par rapport à des souvenirs, par rapport à une langue, par rapport à des parents, etc. Mais on peut quand même développer, même s'il y a une part d'indicible dans le sentiment, se mettre d'accord pour dire ou pas d'accord, justement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ne pas partager, ça suppose aussi de ne même pas être en désaccord. Mais on peut être d'accord sur le fait de dire je n'aime pas cette série, ou alors par exemple autre situation. Les séries sont un très bon exemple pour ça, ou le cinéma, parce que
elles ont toujours plusieurs interprétations et plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Et on peut très bien dire, Game of Thrones en est un exemple très actuel parce que la saison 8 est en train de sortir au fur et à mesure, mais on peut très bien dire chacun a son interprétation de la série. Et les interprétations sont partageables. On peut très bien dire, moi je pense que c'est Sansa qui va régner, qui va accéder au trône de fer. Quelqu'un d'autre va me dire, mais non, c'est Daenerys parce qu'elle a le pouvoir des dragons. Mais on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais on pourra en parler, on va se comprendre. Oui. Non, je crois que ça, c'est une illusion. Hein. Ça, c'est précisément le danger de l'art. C'est pour ça que je viens aussi publier en français un petit essai, Le pouvoir de l'art, dans lequel j'attaque l'art. Je crois que l'art a zéro résistance. Hein. On pensait dans la haute modernité, Kant, etc., que l'autonomie de l'art, avec lequel je suis complètement d'accord sur le plan ontologique, avait quelque chose à faire avec la capacité de résister. Hein. On pensait que l'art, c'est peut-être un acte d'émancipation. Non, c'est bien le contraire. C'est bien le contraire. C'est l'origine de l'art et son usage, c'est toujours la répression de la liberté d'autrui. Hein. Ou au contraire. Alors, Paris, c'est une ville très belle, évidemment. C'est plein d'objets d'art. Hein? Mais l'organisation, on le sait bien, Napoléon, l'autre Napoléon, les rois, etc. Hein? L'architecture de Paris, donc une beauté extrême, hein? C'est une attaque contre la liberté. C'est pour ça que Paris est organisé de telle manière. Parce que vous pensez que l'art, en fait, est une manière d'imposer un point de vue et d'imposer le fait que ce soit beau ou pas beau. Oui, absolument. C'est pour ça que, mais c'est pas dans l'essence de l'art. Hein. L'essence de l'art, c'est encore pire que ça. Parce que mais vous êtes vraiment platonicien. Oui. Parce qu'il n'y a que Platon dans l'histoire de la philosophie qui critique autant l'art. Oui, c'est ça. Et il avait raison. Mais pas pour les arguments qu'il donne. Hein. Autrefois. Pas parce que c'est une copie du réel. Au contraire, pour vous, c'est très réel, mais par contre, c'est dangereux. Oui, exactement. Donc, je suis d'accord avec Platon dans le sens qu'il attaque l'art. Bon, mais je l'attaque pour complètement d'autres raisons. Hein. Alors, quelles sont précisément vos raisons? Parce que le fait qu'on ne puisse pas, que ce soit dangereux parce que c'est un point de vue qui nous a imposé de l'autre ou de la vision de l'artiste ou du beau en général, mais on pourrait très bien dire, mais moi, j'ai pas du tout cette vision-là de l'art même. C'est-à-dire que je pense que je suis très contente de lire un livre, qu'on me partage une certaine vision du monde avec laquelle j'ai le droit de ne pas être d'accord. Oui, parce que l'expérience esthétique, voir un film, une série, aller à l'opéra, etc., ce que je fais, ou être dans un musée, hein, dans une exposition, dans une performance, un concert, un restaurant, si ça c'est de l'art, on peut en discuter. Mais bon, mais toute cette expérience esthétique a un contexte. Hein, et dans ce contexte, précisément, hein, pour interpréter l'œuvre d'art, pour être en contact avec le beau, dans le sens du beau esthétique ou artistique, hein, veut dire qu'en ce moment, je ne pense pas. Hein. Donc, je laisse l'œuvre m'influencer. Hein. Ça, c'est l'expérience esthétique. C'est pour ça que nous l'aimons. Hein. Moi, je l'aime. Hein. Non, vous confondez art et divertissement. Non, c'est pas divertissement. Pas du tout. Hein. C'est une activité extrêmement... ça va dépendre de l'objet, hein, mais c'est une activité également autant intellectuelle que sensorielle. Hein. Voir un Monet, c'est quelque chose de super sensoriel, hein, les couleurs, les formes, etc. Mais d'autre côté, il y a toujours un moment intellectuel. Hein. Savoir que c'est une peinture et pas une photographie, savoir quelque chose du contexte, du contenu des objets, de manière dont c'est fabriqué et tout ça. Donc ça, c'est une combinaison. La vraie expérience esthétique, c'est pas le divertissement. Hein. C'est pas le touriste qui prend une photo de la Mona Lisa. Hein. Ça, c'est pas une expérience esthétique. C'est une très bonne manière de l'éviter. Hein? Donc, c'est une résistance. Hein? En réalité, le touriste qui prend une photographie résiste à l'expérience esthétique, mais sans savoir les bonnes raisons pour le faire. Ouais. Donc, et pourquoi l'art est dangereux? Parce qu'on se laisse dominer, aliéner pendant le temps d'un visionnage ou d'une écoute de musique. Oui. Tandis qu'on est en train de réjouir de l'opéra,
qui nous présente la critique de la misère de l'Afrique, etc., en ce moment-là, quelqu'un va tuer quelqu'un en Afrique. Et probablement la même personne que nous financions avec l'argent qu'on donne à l'opéra. Donc, il y a des vraies conditions de production de l'œuvre d'art. Les couleurs dans la Renaissance, etc. Ça présuppose, ou bien les temples grecs, les pyramides, ça présuppose la domination injuste et l'inégalité entre les êtres humains. Comme nous savons très bien, Pierre Bourdieu l'a démontré assez bien récemment. Oui, avec la distinction entre le capital culturel et ceux qui n'ont pas de capital culturel. Oui. Mais on pourrait très bien vous rétorquer qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui peut échapper à la domination? Oui, alors, vous-même philosophe, oui. L'acte de penser, seule la philosophie nous peut sauver. C'est pas Dieu, comme on disait. Seule la philosophie nous peut sauver. Oui, mais par exemple, quand je lis un livre de vous, peut-être que le papier qui a été fait a été... Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il y a peu d'activités qui peuvent échapper en fait, à cette critique. C'est-à-dire que quand je vous lis, c'est vous qui prenez le pouvoir sur moi. Oui, c'est clair, mais je prends le pouvoir sur vous en nom de quelque chose que nous partageons. Ça veut dire l'humanité. Si je dis quelque chose dans mon livre qui serait incompatible avec la reconnaissance de votre humanité en tant que telle, j'aurais fait une erreur et je l'accepterai. Si mon livre, par exemple, démontrerait une attitude raciste ou quelque chose comme ça, implicite ou encore explicite, ça serait une erreur grave philosophique. Kant, Platon, Aristote, etc., et on trouve plein d'erreurs de ce genre dans la philosophie classique. Hobbes était évidemment engagé dans le colonialisme tel que Locke, c'est bien connu aujourd'hui, ou Rousseau, ce qu'il a fait avec que les philosophes ont fait beaucoup d'erreurs. Oui, des vraies erreurs graves. Et ça a influencé leur pensée. Donc, comme Heidegger, je pense que c'est l'exemple le plus frappant. Oui, le plus frappant, oui, c'est ça. Oui. Donc, l'arrière-plan de mes réflexions, c'est vraiment un universalisme sans frein, sans frontières. Donc, c'est une pensée sans frontières. Donc, oui, c'est une prétention au savoir, donc un acte de pouvoir, mais c'est un pouvoir essentiellement partageable. La position de pouvoir, c'est la position de mon interlocuteur. C'est pour ça que j'emploie aussi des stratégies d'écriture, écrire d'une manière accessible en principe. En partant de problèmes ordinaires ou de questions absurdes mais qui peuvent faire rire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'écris de cette manière. Donc, évidemment, il y aurait certaines erreurs dans mes livres, des clichés, des stéréotypes, des préjugés que je ne connais pas du tout. Il est nécessaire que j'ai des préjugés que je ne connais pas en ce moment. C'est pour ça que quand on publie en philosophie, alors pourquoi publier? Pourquoi écrire? Pour être réfuté. J'écris pour être réfuté, parce que c'est la seule manière d'apprendre. Donc, je veux convaincre, mais si je ne convainc pas parce que j'ai fait une erreur, si je dis quelque chose qui ne soit pas convaincant, il faut me réfuter. Et après, je vais réviser mon point de vue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être réfuté par un lecteur, par un ami, par un professeur, par une situation même, qui vous prouve que vous vous êtes trompé et vous avez révisé votre texte? Oui, presque tous les jours. Donc, je ne publie rien sans le discuter avec mon équipe de recherche. Donc, j'ai une équipe, plus ou moins 10 personnes, des postdocs, des doctorants, etc., qui travaillent avec moi. Et si j'ai un texte, plus ou moins toujours 100 pages, on se rencontre dans mon centre de recherche à Bonn et je lis ligne par ligne. Je lis. Et tout le monde m'attaque. Mes doctorants, mais parfois c'est super agressif. C'est faux, c'est absurde, vous ne savez rien. C'est comme ça la situation. Pendant des jours. Et après, je révise le texte. Et je ne publie jamais avant que
tout le monde n'avait pas accepté la formulation. Donc cette thèse sur l'art que vous avez soutenue, elle a été déjà réfutée par votre équipe de recherche ou vous ne l'avez pas encore présentée? Non, c'est déjà, on est en train de le discuter. Hein. Ah. C'est une situation, je dois le dire, en ce moment, dans mon équipe, je suis le seul qui accepte ma thèse. Donc, je sais, mais c'est pour ça que je crois, ou je me trompe complètement cette fois, ou c'est vraiment quelque chose de génial. Hein. Je ne sais Ou alors pas si encore. tout le monde est d'accord, c'est peut-être mauvais signe aussi. Hein. Oui, ça va. Mais ça n'arrive presque jamais parce que eux, ils sont payés pour me réfuter. Donc, c'est leur boulot. S'ils sont d'accord, je ne les l'aime plus. Hein, donc, ils le savent. Donc, mon rapport avec mes doctorants, c'est comme ça. Hein. Un doctorant qui accepte mes thèses, écrit comme moi, etc., est toujours rejeté. Hein. C'est toujours une mauvaise idée. Je déteste les disciples. Hein. Parce que, mais ça, évidemment, produit un paradoxe. Hein, parce que mes meilleurs disciples copient ma manière de réfuter l'autre. Donc oui, ils sont difficiles à trouver. C'est-à-dire que si c'est vos meilleurs détracteurs, ils peuvent écrire comme vous. Voilà. Oui, c'est ça. Mais j'en ai plusieurs qui ont produit vraiment des livres, des essais absolument géniaux, qui ont fait des avances après moi. Par exemple, dans un contexte assez classique, j'ai publié un livre il y a 10 ans sur les limites de l'épistémologie. Et maintenant, un de mes assistants vient de publier sa thèse d'habilitation, qui est plus ou moins une réfutation absolument brillante de ce livre-là. Donc, il a fait, c'est un avance, hein, c'est du progrès philosophique, et c'est pour ça qu'il a gagné le titre d'habilitation, parce que c'est un progrès scientifique. L'élève a c'est dépassé le exactement maître. comme en sciences naturelles. Hein. Un scientifique produit quelque chose pour être falsifié. Je crois que la philosophie, c'est plus ou moins la même chose. C'est pour ça que les philosophes ne doivent jamais être des prophètes. Hein. Ça, c'est la fantaisie problématique de quelqu'un comme Heidegger. Heidegger voulait être un prophète. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les prophètes? Il faut les crucifier. Hein. Donc le nouveau réalisme n'est pas une religion? Non, impossible. Non, la philosophie, c'est bien le contraire de la religion. Ce qui ne veut pas du tout dire que la philosophie, c'est la critique de la religion. C'est bien le contraire de la religion. Il ne peut jamais y avoir des prophètes en philosophie. Hein. Et si quelqu'un se présente comme prophète, c'est déjà difficile. Hein. On voit quelque chose de suspect. Oui, c'est ça. Alors une dernière question, Marcus Gabriel, avant que le public puisse vous réfuter à son tour. Vous avez écrit, donc on l'a dit, hein, sur le cerveau, sur le moi, sur le monde, sur la pensée, sur les ordinateurs, maintenant sur la fiction. Qu'est-ce qui vous échappe, sur quoi vous n'avez pas encore écrit et sur lequel vous rêveriez d'écrire? Alors après, je vais probablement écrire une trilogie de ce qu'on appelle la philosophie pratique qui va commencer. Maintenant, j'ai déjà le titre Qui nous sommes et qui nous voulons être. Mais il faut trouver un meilleur titre en français. En allemand, c'est Wer wir sind und wer wir sein wollen. Ça va être le prochain projet. Donc, c'est ce qu'on appelle une éthique. Hein. Et après, peut-être une théorie politique. Donc, le champ dit pratique va être alors le prochain projet. Ouais. Merci beaucoup, Marcus Gabriel. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que votre livre, c'est Pourquoi la pensée humaine est inégalable, qu'on le trouve aux éditions JC Lattès, comme vos 2 précédents ouvrages. Pourquoi je ne suis pas mon cerveau et pourquoi le monde n'existe pas. Merci beaucoup, Marcus Gabriel. Merci à vous d'être venu.